Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce deuxième live Devenir infirmier qui est consacré à la psychiatrie et à l'addictologie. En première partie, nous parlerons de la prise en soin du patient maniaque en crise et nous avons invité pour cela Marion Devaucel, infirmière en psychiatrie à Fernand-Vidal. Sur la deuxième partie, nous parlerons du patient expert et pour ce faire, nous avons invité le docteur Delphine Moisan, psychiatre addictologue, monsieur Arnaud Frédéric, patient expert, et monsieur Nicolas Peusiat, infirmier en psychiatrie à l'hôpital Bichat. Et je finis par mon binôme, Kevin Dieu. Alors, il y a quelque temps, je vous aurais dit Kevin Dieu, étudiant en soins infirmiers de 3e année. Et il m'a annoncé qu'il était diplômé. Donc, félicitations, Kevin, pour votre diplomation. Et en fait, c'est un peu grâce à vous qu'on est là ce soir pour vous présenter le thème de la psychiatrie et de l'addictologie, grâce à votre promotion de l'IFSI de Louis Mourier. Dites-nous un petit peu en quoi, Kevin, ça pouvait en tout cas vous intéresser. Et du coup, quand vous avez parlé du sujet du webinaire, il fallait trouver des idées. Et du coup, en allant chercher dans les promotions des différentes idées, la psychiatrie est remontée parce que les étudiants estimaient que les apports étaient insuffisants ou tout du moins pas forcément cohérents avec la pratique infirmière sur le terrain, puisqu'on a très peu d'apports sur la pratique infirmière pure, on a plus un apport sur la pathologie. Du coup, c'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, vous m'aviez dit effectivement, on ne voit pas très bien en fait notre rôle en tant qu'infirmier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne que des cachetons? Non, on ne donne pas que ça. Donc, je vous laisse voir avec Marion ce que fait une infirmière, justement en psychiatrie, quand arrive un patient en phase maniaque. Du coup, Marion, tu es infirmière en psychiatrie à Fernand-Vidal, ça fait 4 ans, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, si tu devais un peu me présenter ton parcours rapidement, pourquoi avoir choisi la psychiatrie, pourquoi le patient psychoépique, pourquoi ce choix? Alors, moi, j'ai fait mes études au CHR de Lille. Donc, j'étais diplômée en juillet 2016. Donc, j'ai rejoint la PHP donc à Fernand-Vidal en service de psychiatrie adulte. C'est mon premier poste, du coup. J'ai choisi la psychiatrie parce que j'ai fait pas mal de stages en psychiatrie dans le Nord. Et c'est vrai que c'est un secteur qui me plaisait particulièrement. Notamment grâce à tout ce qui est relations d'aide et rôle primordial chez l'infirmière. Donc la prise en soin est vraiment très intéressante chez les patients en psychiatrie, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Les pathologies sont vraiment intéressantes. Il y a pas mal de connaissances à apprendre. Et au bout de 4 ans, c'est vrai que j'ai appris énormément de choses et j'en apprends encore tous les jours. Donc au niveau professionnel, intellectuel, c'est vraiment intéressant. Et puis au niveau humain, c'est vraiment quelque chose qui importe beaucoup dans la prise en soin des patients. Et du coup, la prise en soin en psychiatrie, pour toi, elle est tout à fait différente de la prise en soin dans un service plutôt somatique. C'est pour ça que tu t'es déjà à la psychiatrie? Oui, parce que déjà, j'ai pu observer que dans d'autres services, on aurait peut-être moins de temps accordé au patient pour discuter avec lui, vraiment se poser en entretien, échanger avec lui. C'est vraiment, à mon sens, beaucoup plus humain. Il faut être là pour la personne, prendre son temps, être disponible. Puis, il faut vraiment être empathique, savoir aussi se gérer soi, savoir se contrôler. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place par rapport à leur relation. Je me pose des questions vis-à-vis du patient psychotique parce que ça peut paraître difficile comme ça, surtout quand on ne s'y connaît pas. Moi, j'ai fait qu'un seul stage en psy, donc
moi je ne m'y connais pas trop. Mais donc, on parlait par exemple du patient en accès maniaque. Tu parles d'entretien, ce genre de choses, c'est des choses assez simples à mettre en place pour ce genre de patient. Enfin, en fait, quelle est ton expertise infirmière? Comment elle agit vis-à-vis de ce patient maniaque? Alors, d'abord, un patient, la phase maniaque, ça rentre pas dans c'est un trouble de l'humeur, en fait. C'est pas une personne psychotique, c'est vraiment un trouble de l'humeur, notamment dans la bipolarité, en fait. Donc, la bipolarité, c'est un patient qui va alterner des phases d'épisodes maniaques avec des phases d'épisodes dépressifs, avec des moments où il est stable. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Après, un patient en phase maniaque, quand je présente le Oui, oui, comment, en fait, justement, Marion, tu... comment on les prend soin chez nous. Oui, exactement, Donc, quand ils arrivent aux urgences, parce que c'est vraiment un ouais, service ça. en plus où tu travailles, où c'est vraiment un service spécialisé dans la Mm. prise en charge du patient maniaco-dépressif, quoi. C'est ça. Et Donc, déjà, nous, on a 3 voies d'entrée à Fernand-Vidal. Donc, on a d'abord les patients qui viennent pour une hospitalisation programmée, hein, comme dans tout service. On a aussi les patients qui viennent en consultation au centre expert bipolaire de Fernand-Vidal. Donc, quand le médecin estime qu'il n'est pas capable de retourner à la maison, que son état de santé est trop fragile, donc il vient à l'hôpital chez nous. Ou alors, il passe par le SAU de Lariboisière. Donc, il nous l'envoie à Fernand-Vidal, notamment en secteur protégé, à Antonin-Clerc. Donc, c'est un service qui est fermé, où les patients n'ont pas accès au téléphone, aux visites, aux sorties, etc. C'est vraiment un endroit protégé qui permet vraiment de pouvoir limiter au maximum les stimuli du patient. Donc ensuite, le patient vient chez nous. Donc il y a tout ce qui est entretien d'accueil et d'entrée. On regarde un petit peu ce qu'il a eu comme médicament auparavant, voir ce qui a marché ou pas. On voit le patient et bon, effectivement, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie du rôle sur prescription d'infirmière qui consiste à donner des médicaments, notamment des thymorégulateurs. Donc, ça permet de réguler l'humeur chez les personnes bipolaires, que ce soit en phase maniaque ou dépressive. Il faut absolument ce traitement-là, parce que c'est un traitement de fond. Donc, il y a le lithium, il y a tout ce qui est anticonvulsivant, des pacodes, des familles, etc. Et il y a aussi les traitements neuroleptiques qui sont utilisés aussi pour les personnes psychotiques. Ça, souvent, les gens font l'amalgame entre les deux. Donc, les neuroleptiques, il peut y avoir le Largactil, le Zyprexa, la Abilify. C'est des choses que je pense que vous en avez entendu parler pendant vos cours. Donc, ces traitements nous aident à calmer le patient. Le problème, c'est que parfois, ça peut donner des sédations, des somnolences. Mais c'est vraiment pour casser la phase maniaque et les calmer. Parce que les personnes maniaques, en fait, leurs symptômes, c'est qu'ils sont très agités, autant intellectuellement que physiquement. Ils réfléchissent très vite, donc c'est ce qu'on appelle la tachypsychie. Ils parlent vraiment beaucoup, c'est ce qu'on appelle la logorée. C'est compliqué de suivre le cours de la pensée, de discuter avec eux dans les débuts. Donc, il faut vraiment permettre aux patients de se poser. Il y a aussi l'agitation motrice, donc c'est quelqu'un qui ne va pas savoir rester en place. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des délires, donc des délires mégalomaniaques. Par exemple, quelqu'un qui va penser qu'il est Dieu. L'exemple aussi des patients, je me souviens, il se prenait pour un ninja et qui mettait du papier toilette sur son front et qui essayait de nous attaquer un peu. Des patients qui mangent beaucoup, donc c'est l'hyperphagie, qui boivent beaucoup, la photomanie. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de contrôler aussi. Parce qu'en fait, au plus la phase maniaque dure, au plus il y a un risque de rechute dépressive derrière qui est plus ou moins sévère. Donc, c'est vraiment les thymorégulateurs qui vont permettre de réguler l'humeur et notre surveillance des médicaments aussi. Il y a des effets indésirables comme tout médicament qu'il faut surveiller.
Et aussi, on a les entretiens infirmiers qui sont vraiment extrêmement importants, notamment l'observation du patient, que ce soit pendant les entretiens ou pendant la vie courante dans le service. Comment ça se passe un entretien, Marion? Alors, un entretien à l'entrée. Par exemple, oui, quand le patient arrive en phase maniaque, je dirais aiguë, enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas. Alors, en phase aiguë, donc on va l'accueillir, on va un petit peu lui expliquer le fonctionnement du service, on va l'inviter à aller en chambre, on va se poser avec lui, donc s'asseoir pour calmer les choses. Voilà, lui expliquer qui on est, pourquoi, à son avis, il est venu chez nous. Donc, la plupart du temps, ils savent pourquoi ils sont venus. Il faut rester calme. Il faut lui expliquer comment va se dérouler les prochains jours de l'hospitalisation. Il faut avoir son consentement aussi, hein, parce que la psychiatrie, ça fait particulier. Il faut rester à l'écoute, être empathique, le faire verbaliser les choses qu'il ressent, remanier les mots qu'il pouvait dire, voilà, vraiment être empathique, ne porter pas de jugement. Voilà, vraiment poser les choses. Tu parlais d'entretien infirmier avec ces patients, donc tu disais que la première phase c'était essayer de en tout cas réduire les stimuli. Et dans un deuxième temps, du coup, tu organises, j'imagine, les entretiens infirmiers, tu les fais tous les jours. Ouais, il y a tous les jours. Vu qu'il y a du personnel soignant 24 heures sur 24, donc tous les soignants sont amenés à faire des entretiens, que ce soit à la demande du patient, que ce soit nous de notre propre chef, parce qu'on voit que le patient n'est pas bien, ou qu'il commence à s'agiter, ou qu'avec d'autres patients, ça se passe mal aussi, ça peut arriver. Et voilà, c'est vraiment quand il en a besoin, quand on pense qu'il en a besoin, et puis pour voir l'évolution aussi du patient, évaluer son comportement, faire en sorte qu'il va bien dans l'hôpital. Alors, comme le temps nous est compté, on va passer à la deuxième partie, mais on aura l'occasion de revenir justement sur cette partie très importante des entretiens infirmiers. Alors moi, ce que je retiens de ce que tu as dit aussi, Marion, c'est toutes ces questions de temporalité, hein, les questions aussi de connaissance de soi, hein, tu en parles aussi sur l'entretien, la manière d'être, le positionnement, et puis aussi le maniement des mots, quoi, le langage. Je pense que c'est extrêmement, enfin en tout cas c'est ce que j'entends de ton retour d'expérience. Et du coup, je vais me tourner vers nos autres invités, puisque le patient expert, c'est aussi une autre façon d'approcher le soin, et dans une équipe voilà, soignante en addictologie. Et pour ce faire, je vais, si le docteur Moisan veut bien nous dire voilà, ce que c'est qu'un patient expert, un petit peu nous dire aussi d'où est né le patient expert, s'il existait ailleurs, par ailleurs dans d'autres disciplines, et puis comment aussi eux, ils ont eu envie d'inclure voilà, les patients experts au sein de l'addictologie. Docteur Moisan. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités pour parler de ce sujet. Effectivement, le service de psychiatrie addictologie de Beaujon-Bichat collabore depuis quelques années avec des patients experts, et donc c'est une pratique assez innovante qu'on est content de pouvoir vous partager. C'est l'entraide entre pairs, ça existe depuis assez longtemps en addictologie, notamment via les mouvements d'entraide qui existent, les plus connus étant les alcooliques anonymes, mais il en existe beaucoup d'autres. Les patients experts, c'est une version un peu différente de l'entraide entre pairs, mais il faut dire que ça s'inspire quand même un petit peu de ces expériences qui durent depuis un siècle. Et ça a été réactualisé en fait par beaucoup d'expériences autour de l'engagement patient dans d'autres disciplines aussi, notamment en diabétologie autour de l'éducation thérapeutique, en cancérologie. Et en fait, on a puisé un petit peu dans toutes ces expériences qui existaient dans d'autres domaines pour vraiment construire un véritable dispositif de partenariat avec les patients experts au sein du département. Notamment une professeure en sciences de l'éducation qui s'appelle Catherine Tourette-Turgis et qui a créé l'Université des patients à Paris 6 il y a quelques années, et qui a intitulé, nommé en fait ces intervenants comme étant des patients experts.
Donc, on a choisi de garder ce terme qui est parfois critiqué, parce que voilà, il y en a qui n'aiment pas le mot patient, d'autres qui n'aiment pas le mot expert, mais voilà, il fallait bien choisir quelque chose. Donc, on se raccroche en fait à ce mouvement autour de l'engagement patient qui s'appelle les patients experts. Mais à l'université des patients, il n'y avait pas de dispositif spécifique à la dictologie. Donc, on en a créé un spécifiquement à la PHP. Le patient expert en addictologie, c'est un patient qui a donc bien sûr déjà son expérience de patient, donc il faut comme condition qu'il était dépendant à un produit, à plusieurs produits ou à des comportements, qu'il ait aussi une expérience des soins en addictologie. Donc justement, ça c'est important parce qu'on pense qu'il peut témoigner non seulement de son expérience de la maladie, mais aussi de son expérience des soins. C'est pas anodin d'être hospitalisé pour un addicto, d'avoir un diagnostic d'addiction, de faire de l'hôpital de jour, d'avoir un suivi. Enfin voilà, ça c'est des choses sur lesquelles ils peuvent échanger avec les patients. Et puis, une fois qu'on a un pool de patients candidats, on va dire, pour devenir patient expert, on s'assure qu'ils sont stabilisés. C'est vrai qu'en addictologie, ça peut faire un peu peur de se dire qu'on va faire confiance à quelqu'un qui a été addict. Donc, pour l'instant, le meilleur moyen de s'assurer de la stabilité du patient pour devenir patient expert, c'est d'être abstinent. Donc, on demande aux patients experts d'avoir 2 ans d'arrêt total du produit ou du comportement. Avec les années, probablement qu'on va réduire un peu ça, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on avait démarré. Et une fois qu'ils remplissent ces critères, avec une bonne qualité de vie, bien sûr, puisque l'idée, c'est de témoigner auprès de patients que ça se passe bien. Hein. Enfin, c'est pas de témoigner de la difficulté de la tâche, même si c'est bien un témoignage du moment où c'était difficile. Et donc, une fois que ces patients experts remplissent ces futurs patients experts remplissent toutes ces cases, on leur propose une formation spécifique qu'on a conçue à la PHP en lien avec le centre de formation continue de l'AP, où ils alternent formation théorique et formation pratique auprès de patients experts pour devenir à leur tour patients experts. Et ils intègrent, une fois qu'ils sont formés, l'association des patients experts en addictologie qui a signé une convention avec la PHP pour qu'ils puissent intervenir comme bénévoles dans les services. D'accord. En 2 mots, le contenu de cette formation comprend quel… Alors, c'est une formation qui s'étale sur un an, donc ça fait un peu peur, un an, mais en fait, il y a très peu de… C'est assez dispatché, le contenu. Il y a 3 fois 2 jours de théorie. Et encore, quand je dis théorie, c'est les bases de l'addiction, de la communication, des outils thérapeutiques, etc. Donc, beaucoup surtout des mises en situation et des jeux de rôle où ils vont apprendre à interagir, on va jouer des patients experts, etc. Donc, c'est des petits effectifs, ils sont maximum une quinzaine. Et entre chaque module de 2 jours, ils ont 3 mois où ils viennent une fois par mois en stage avec les patients experts déjà en activité pour apprendre concrètement comment ça se passe avec les patients. Et les professionnels, puisque je n'ai pas le temps de tout dire, mais en tout cas, ils sont aussi en interaction avec les professionnels. Et ça, c'est pas inné, ça s'apprend aussi. Exactement, je pense que ça ne s'improvise pas. Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir de la supervision, mais du coup… peut-être, Monsieur Arnaud Frédéric, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe en fait. Est-ce que c'est un métier patient expert? Comment vous le voyez en fait? Non, c'est une passion, c'est une envie de le faire. D'accord. Donc Frédéric, moi j'ai fait mon dernier sevrage à Bichat en 2012. J'ai été coopté par nos amis soignants pour devenir patient expert. Et mon rôle à l'hôpital, je dirais, consiste en 3 missions. La première, c'est la mission patient. Alors, comment ça fonctionne? Journée type à l'hôpital Bichat, une réunion le matin d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec le médecin référent, l'infirmier référent, puisqu'on a un infirmier référent dans le service, où on échange des informations autour du patient. Ce n'est pas une transmission médicale, il n'y a pas le secret médical, on ne rentre pas là-dedans. C'est juste des informations qui vont nous faciliter la rencontre et qui vont nous aider à créer du lien. Une fois que cette réunion a eu lieu, on va visiter les patients dans les chambres, mais cette visite, elle est portée en amont par les infirmiers, surtout. C'est-à-dire qu'on ne va pas toquer, on ne va pas faire du porte-à-porte. Les patients nous attendent, savent que les patients experts vont passer. C'est d'ailleurs écrit dans le contrat de sevrage qui signe en rentrant à l'hôpital. Donc, on pourrait presque dire qu'on est attendu. Voilà. La mission patient, c'est créer du lien. La première fois qu'on rencontre un patient, on ne va pas forcément parler produits. C'est pas l'idée. On crée un lien qu'on va essayer de tisser au long cours pour accompagner les patients dans la durée. Et la mission aussi à l'hôpital, c'est de soutenir le soin.
c'est-à-dire on connaît le langage des infirmiers, des soignants, on peut le traduire aux patients et on peut le soutenir. En sens que s'il y a des râleurs en addicto, comment ça l'infirmier est en retard, on peut expliquer oui, peut-être qu'il a passé plus de temps avec le patient avant. Enfin, voilà, il y a vraiment un soutien du travail des infirmiers. Et ensuite, après, ça va être de les inviter à aller au groupe de parole. Peut-être aussi, je rebondis sur ce que vous dites, vous traduisez le langage des soignants, mais peut-être aussi en sens inverse, peut-être vous aussi, vous devez traduire le langage des patients vers les soignants sûrement, parce que sûrement, il y a des choses que le patient peut dire à l'infirmier, mais qui ne va peut-être pas résonner de la même façon que pour vous, qui avez vécu la même chose, et vous savez ce qui est dit par derrière. C'est une supposition, mais… Non, c'est tout à fait ça. C'est un des items du patient expert, c'est ce bilinguisme. C'est-à-dire qu'on parle les deux langages. Ah oui, vous utilisez ce terme, bilinguisme. Ah oui, bah alors, ok. On l'a emprunté au médiateur de santé père. Ah bah oui, mais je comprends, oui. Mais ça a vraiment voilà, du sens. on explique avec nos mots le discours du soignant et au besoin, on traduit au soignant le discours du patient. Tout ça, bien sûr, s'il est d'accord. Voilà, donc après, dans cette journée, on invite et on accompagne les patients en groupe de parole. Et c'est suivi, comme vous le disiez, après ce groupe de parole pour les patients experts par une supervision. Vous pouvez juste peut-être expliquer à notre public en 2-3 mots ce que c'est qu'une supervision, parce que peut-être on a des étudiants de première année et peut-être que le terme est un peu flou. Le patient expert est une petite chose fragile. Mais pas que, hein, je pense les soignants aussi, hein, je pense que la supervision voilà, peut être utile. On a été traversé par des émotions, on a eu des histoires de vie qui peuvent avoir été compliquées. Donc la rencontre avec un patient peut réveiller certaines douleurs et rentrer en résonance avec notre histoire. Donc il est important qu'on soit suivi par un psychologue ou par un psychiatre pour pouvoir expliquer ce qu'on a ressenti. Et c'est important pour nous parce que ça nous met à l'abri d'une éventuelle rechute et ça met aussi le patient à l'abri d'un patient expert qui ne va pas bien. Donc c'est vraiment un élément capital de ce système Beaujon, Bichat, APA, c'est la supervision. C'est indispensable. Et il me semble que du coup, ça rétablit aussi la triade patient-expert, patient, mais vous n'êtes pas en juste tous les deux. Il y a aussi l'équipe soignante, du coup, qui rétablit cette triade par rapport à des difficultés qu'on pourrait rencontrer à un moment T, mais comme pour n'importe quel soignant. Moi, je vis ça comme un partenariat extraordinaire entre les soignants et les patients experts. Et tout ça, le patient le ressent. Et c'est rien que de ressentir ça, c'est déjà un soin pour lui, quelque part. Il se sent plus en confiance. Voilà, il se sent plus en confiance. Autre mission, très vite, la formation. On intervient, bien évidemment, ici, Beaujon, Bichat, mais aussi à la fac, ici, auprès des internes, des externes. Et je dirais plus citadins auprès des travailleurs sociaux, même auprès des magistrats, tous ceux qui s'intéressent à la dépendance et surtout à arriver à en parler avec les bons mots. Beaucoup de formation et aussi un petit peu on participe à des projets de recherche. Voilà. Merci pour votre témoignage. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Et je donne la parole à Nicolas Pesia. Vous êtes infirmier en psychiatrie à l'hôpital Bichat. Je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer un petit peu l'entretien infirmier, puis aussi comment ça se passe avec le patient expert. Très bien. Écoutez, bonsoir à tous. Donc, je suis Nicolas, je suis infirmier en psychiatrie addictologie depuis octobre 2019. Voilà, c'est mon premier poste à la sortie de l'EFSI Bichat. Donc voilà, on travaille dans un service en fait qui a la particularité d'avoir moitié des patients qui viennent pour des motifs en psychiatrie et de l'autre addictologie, principalement de l'alcool, aussi tabac, THC et depuis quelques temps aussi l'apparition des drogues plus dures. Donc les entretiens infirmiers ils sont faits plusieurs fois par jour et il y a aussi des entretiens qui sont faits avant le coucher du patient et évidemment l'équipe soignante est disponible aussi toute la nuit parce que les patients qui viennent pour les sevrages aussi pour plusieurs substances la nuit c'est souvent compliqué, je pense que c'est le soir et la nuit on doit être le plus à l'écoute pour le patient.
Donc nous, les entretiens infirmiers en addictologie, parce qu'on va parler d'addicto plutôt que pour la psy, c'est surtout évaluer le craving, c'est-à-dire l'envie de substance qui est vraiment irrépressible pour le patient, et aussi le SIWAR, c'est-à-dire évaluer les signes du sevrage du patient. Et comme l'a expliqué tout à l'heure aussi le docteur Moisan, on a le principe du contrat de sevrage où le patient doit rester dans le service pendant 5 jours. Alors, il ne faut pas qu'il voit ça vraiment comme une punition, c'est surtout pour le mettre en sécurité vis-à-vis des substances et pour nous qu'on puisse aussi voir les différences de sevrage qui peuvent apparaître et qui peuvent aussi aller jusqu'au DT, à la crise d'épilepsie. Donc, il faut vraiment rester très vigilant. Voilà, c'est aussi connaître aussi les ressentis du patient chaque jour. Moi, ce que je demande régulièrement, c'est-à-dire s'il a fait déjà plusieurs sevrages, parce qu'il y a aussi l'effet de rechute dans le sevrage, c'est de savoir qu'est-ce qui a été différent du premier sevrage, en quoi il rencontre peut-être plus de facilité ou plus de difficultés cette fois-ci, comment comment il ressent l'interaction avec les différents soignants, comment il se sent dans le service aussi, parce qu'il y a certainement aussi des choses qu'on peut améliorer pour lui dans le service. Et voilà, on parle aussi des groupes de parole. Moi, je sais que quand il y a les groupes de parole, c'est 2 fois par semaine, c'est le mardi et le jeudi. J'insiste un peu plus le matin en chambre pour savoir comment il se sent pour le groupe de parole. Est-ce qu'il y a des choses qui le bloquent? Est-ce qu'il a des appréhensions vis-à-vis des groupes de parole? Donc, on essaye un peu de dédramatiser, parce qu'il y a des patients qui sont plus à l'aise à l'oral, d'autres qui sont plus sur la réserve, et ça se comprend, parce qu'ils ont des histoires de vie plus compliquées, ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Et il y a des patients une patiente la semaine dernière qui disait que pour elle, c'était plus facile de parler à un groupe de parole parce qu'elle ne connaissait pas les personnes en face d'elle, et d'autres, des patients qui ne veulent pas vraiment discuter non plus parce que préfèrent garder ça pour eux et faire ça juste avec un seul son. D'accord, quand on avait préparé ce live, Nicolas, vous m'aviez décrit effectivement l'entretien infirmier comme quelque chose de très structuré, quoi. Sur effectivement, comme vous le dites, d'abord on observe, et c'est ce que nous disait aussi Marion tout à l'heure, on est beaucoup sur l'observation, sur les signes d'anxiété. Vous me parliez, voilà, aussi bien sur l'anxiété que sur les signes de sevrage. Et puis aussi, vous étiez sur la projection de la journée et de la semaine. Et comment, en fait, ça se parle dans un service? Alors, un infirmier, un patient expert, un médecin, comment toutes ces informations que vous collectez auprès du patient, que vous écoutez, je dirais même en psychiatrie, hein, comment ça se rejoint pour la prise en soin du patient en addictologie? Nous, on a assez peu de retours, il faut l'avouer, avec les patients experts. On en a après aux transmissions quand les psychologues sont présents au groupe de parole. Donc, les psychologues font le lien? Oui, les psychologues font le lien et puis font des retours. Et après, nous, c'est vrai comme on fait le tour aussi des patients, où on essaie d'avoir un retour, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois quelques temps formels. Alors là, ça avait été un peu suspendu avec le Covid, mais où il y avait une fois par mois des réunions institutionnelles avec les soignants, les patients experts pour échanger sur les pratiques qui avaient été mises en place par l'ancien cadre et qui a été un peu mis en pause vu la situation, mais c'était institutionnalisé. Et puis après, il y a des temps informels où effectivement, on essaye au maximum de faciliter les reconnaissances entre les différents intervenants, parce que tout le monde ne connaît pas individuellement chaque infirmier, chaque patient expert. C'est ça. Mais donc, ça peut se faire dans le couloir de façon informelle. Et comme vous disiez, ça peut se faire par le patient, c'est-à-dire que comme l'infirmier va annoncer la venue du patient expert, ça peut être possible qu'après le passage, il recueille les impressions du patient et que là, il y ait une forme aussi par le patient de transmission, parce que le passage des fois du patient expert va permettre au patient de dire des choses qu'il n'avait pas osé dire ou dit autrement. Ça peut ouvrir un peu la parole. Oui, il me semble que j'ai entendu tout à l'heure dans votre discours qu'il existait un référent effectivement infirmier, patient expert, qui permet effectivement de faire le lien aussi avec l'équipe soignante, parce que j'imagine effectivement que ce n'est pas forcément simple de pouvoir réunir tout le monde et que tout le monde se connaisse. Puis les infirmiers bougent aussi dans les structures, beaucoup, ouais. hein, comme vous, Nicolas, vous êtes aussi bien au service des urgences,
Post-urgence, hein, c'est ça le CRUP, c'est quoi C'est un service qui a 1 an et demi et du coup qui a été créé pour c'est un service porte en fait pour ceux qui ont déjà travaillé aux urgences. Mais Donc soins de très très courte durée, hein, c'est 48-72 heures. Oui, c'est de 24 à 72 heures. Ça. Là, avec l'effet du Covid, malheureusement, on a des durées qui débordent un peu plus, mais du coup, qui a toute sa place parce qu'avec l'arrivée du Covid, on a beaucoup de jeunes aussi. On a eu des étudiants là les derniers mois. Voilà, des mineurs aussi qui arrivent dans le service. Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, vous ouais. bougez entre le CRUP et la la psychiatrie, addictologie. Donc, effectivement, l'organisation n'est pas la même que pour le patient expert qui reste sur l'addictologie. Hein. Alors, est-ce qu'on a des questions, Virginie? Pour le moment, on n'a pas du tout de questions. Est-ce que vous voulez revenir, Marion, sur l'entretien infirmier au long cours? Et puis, non, je repense à quelque chose parce que je me rappelle aussi que quand on a préparé, Marion, vous parlez éventuellement de patients experts aussi en psychiatrie à Fernand-Vidal, mais avec un gros point d'interrogation. Hein, c'est vrai que c'est un cours de discussion parce que c'est vrai que patient expert, ça veut dire aussi un patient qui est stable. Et chez les personnes bipolaires, être stable, ça peut mettre du temps avec les médicaments à mettre en place, etc. Donc, c'est vrai que c'est en cours de questionnement, effectivement. Si je peux me permettre, cette expérience, elle existe en psychiatrie aussi, parce que donc, nous, ça s'appelle patient expert en addictologie, mais on s'est beaucoup inspiré de publications d'une expérience, c'était initialement une expérience et ça s'est pérennisé, c'est les médiateurs de santé pair en psychiatrie. Et donc ça existe en parallèle de ce qui se passe en addictologie. C'est un peu la même chose, c'est un autre intitulé, puisque toutes les expériences fleurissent en même temps, il n'y a pas encore vraiment d'unité. Et les médiateurs de santé pair, c'est des patients stabilisés en psychiatrie qui sont formés à Paris 8 via un BU pour devenir donc, médiateurs de santé pair et qui sont intégrés dans les établissements de santé mentale et notamment peut-être un peu plus sur les secteurs que sur les unités de CHU comme ça. Il n'y a pas vraiment de choix en fonction de la pathologie qu'ils avaient. Donc peut-être pour l'instant, ça ne correspond pas encore aux besoins de Fernand-Vidal, c'est-à-dire qu'on n'est pas assuré d'avoir quelqu'un qui était bipolaire, par exemple, dans le service. C'est juste quelqu'un qui a l'expérience de la maladie psychiatrique. Voilà, ça peut se faire effectivement, mais en effet, c'est toujours compliqué d'être sûr que la personne dans ces deux spécialités psychiatrie et addictologie est parfaitement stabilisée. Après, nous, c'est arrivé qu'on ait un patient expert qui rechute. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est quelque chose qu'on anticipe, c'est possible. Dans ce cas-là, il est un peu en pause du dispositif, mais ça ne remet pas en question ses compétences de patient expert. Du coup, on a une question, Manuka, je crois. Peut-on trouver des patients experts dans d'autres hôpitaux en province? Alors, on essaime petit à petit. C'est parti à Fernand-Vidal, mais il y a en hôpitaux, non, mais il y a une patiente experte qui est dans un XAPA à Tours. Il y a 2 patients experts qui sont dans le XAPA à Lille. Petit à petit, Aubervilliers. On espère bien qu'essaimer et qu'il y ait de plus en plus de patients experts avec les soignants pour soutenir le soin. Mais dans 2 ans, quand on sera 300 dans l'association... Non, et puis le docteur Moisan disait, j'étais assez étonnée, ça fait 1 siècle que ça existe. Les mouvements d'entraide. Ah, les mouvements d'entraide. Ouais. Les mouvements d'entraide, les alcooliques anonymes, d'accord, etc. Ouais. Tout le monde associatif, en fait. Tout ce qui est entraide entre patients, en fait, la différence avec les mouvements d'entraide, c'est que les mouvements d'entraide, ils peuvent être au contact des soignants, mais ce n'est pas véritablement des partenaires comme on essaye de le faire avec les patients experts, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une permanence dans les hôpitaux, mais malheureusement, hein, c'est regrettable, c'est toujours chacun un peu dans son coin, alors que là, vraiment, les patients experts, il y a cette idée de collaborer, d'être vraiment partenaire avec les professionnels, ils sont dans le service, ils assistent à des réunions, c'est un peu différent. Oui. Donc, on s'est inspiré un petit peu, mais en élaborant un modèle un peu plus, c'est pas mieux ou moins bien, hein, loin de là, mais c'est différent. C'est différent, mais en termes d'inclusion, c'est quand même très différent. Oui, voilà, exactement. Voilà.
Donc, du coup, c'est quelque chose d'encore très jeune. Ouais. Est-ce qu'on a vu des améliorations dans les prises en soin est-ce qu'on a eu des résultats probants, des recherches qui ont été faites C'est une très bonne question. On est un peu lent, mais on y arrive. L'association a été créée en 2015-2016. Frédéric est président de l'association des patients experts en addictologie. Petit à petit, on a essayé de concevoir les critères de recrutement. Ensuite, on a élaboré la formation pour avoir quelque chose de très carré et justement avec en tête de pouvoir répliquer le modèle, en fait. Et là, on est en plein dans le projet de recherche. C'est assez compliqué de faire de la recherche dans ce domaine parce qu'on n'est pas sur une intervention. Justement, on parlait tout à l'heure on peut avoir l'impression comme si on addicto, c'est des médicaments et puis c'est tout. C'est pas le cas. Les médicaments, c'est plus facile de montrer qu'ils sont efficaces ou pas efficaces. Un patient expert, c'est beaucoup plus compliqué. On a un groupe de travail, de recherche pour essayer de trouver des critères pour mesurer l'efficacité. C'est vraiment pas simple. Est-ce que c'est la rechute? Mais même la rechute, c'est très réducteur parce qu'en fait, les patients experts, ils vont améliorer la qualité de vie des patients, ils vont leur donner de l'espoir, ils vont leur donner l'impression que c'est possible, ils vont permettre de rester plus longtemps dans le soin. Parce qu'en fait, souvent, quand les patients sont perdus de vue des soignants, ils ne sont pas perdus de vue des patients experts en réalité. Donc, en fait, on a essayé d'élaborer des critères un peu pour mesurer leur efficacité, mais à chaque fois, on disait c'est réducteur, c'est réducteur. Donc là, en fait, on a lancé un projet de recherche pour lequel on a eu la chance d'avoir un financement assez important pour décrire en fait tout un parcours de soins de patients sur une année entière depuis son hospitalisation avec le suivi et où on va noter en fait, ça va être titanesque, mais en fait toutes les interactions patients, professionnels, patients experts pour qu'ensuite on ait plus d'hypothèses sur une étude plus d'efficacité. Bon, j'espère que je n'ai pas embrouillé tout le monde avec ma réponse, mais c'est assez complexe. Non, c'est clair. C'est assez complexe la recherche dans ce domaine et on aimerait bien avoir quelque chose qu'on peut amener dans les services comme un label, ça marche. Nous, cliniquement, moi j'en suis intimement convaincue, sinon je ne serais pas ici. Les patients les demandent, ça marche super bien, mais c'est pas simple de le résumer comme ça dans un protocole de recherche. Puis je dirais aussi pendant la pandémie, lors de la Covid-19, il y a encore dedans, les patients experts ont eu un rôle primordial aussi auprès Du coup, on a fait une publication. Exactement. Sur leurs actions. Est-ce que Virginie, ce sera possible de mettre en référence sur YouTube les 2 publications qui ont été faites pour porter à la connaissance des étudiants? Parce que effectivement, il y a eu aussi ce rôle de lien avec les patients qui étaient en rupture de soins, surtout au début de la Covid-19. Alors, je vois qu'il y a une autre question, c'est ça? Je vais juste continuer sur le patient expert pour après reprendre parce que je vois que ça repart sur la psychiatrie. C'est pour ça. Moi, j'ai une question, c'est le modèle qu'on a à la démission, enfin, de la patient expert qui est là en renfort. C'est notre modèle ici, mais est-ce que du coup, il y avait peut-être d'autres modèles dans d'autres pays sur lesquels on peut comparer? Et on s'est inspiré des choses qui nous intéressaient et tout particulièrement du modèle de Montréal, du patient partenaire. Et oui, c'est les 3 secteurs, les 3 missions, direction patient, direction formation, direction recherche. Elle existe depuis 10 ans déjà au CHUM à Montréal. Donc, on a regardé ce qui pouvait nous correspondre. Les médiateurs de santé paire dont parlait le docteur Moisan, effectivement, on a emprunté beaucoup de choses chez eux. On a tout mis dans le shaker et on a essayé de faire quelque chose qui soit adapté au début à l'hôpital. Mais non, voilà, maintenant, on essaie de plus en plus. Sur la France, non, la France, parce que je pense que le modèle, effectivement, la vision de la santé, c'est différent. Est très développé en plus en termes de prévention, que ce soit primaire ou secondaire. Voilà. Donc, oui, parce que mes yeux sont Kevin. Du coup, on a une question de Sophie qui est donc en psychiatrie, donc ça sera pour les infirmiers. Donc, combien de patients gérés en moyenne dans une journée? Alors, en secteur protégé, on a 6 lits. Après, ils ne sont pas tous forcément en état maniaque. Il peut y avoir des patients ou des patients qu'on est spécialisés dans le trouble de l'humeur. Après, on a aussi une partie addictologie chez nous. Parce que certains patients qui sont en dépression ont un trouble de l'usage de l'alcool ou d'autres substances et en phase aiguë maniaque, ça peut arriver aussi qu'il y ait des d'usage. Donc voilà, on a 6 patients en secteur protégé. Dans les autres services, parce qu'on a 3 services chez nous, les autres unités ouvertes, on a 13 lits et au rez-de-chaussée, c'est 17 lits.
Donc les effectifs, c'est une infirmière pour ces patients protégés. Alors, une infirmière et une aide-soignante en protégé, pareillement pour les 13 lits. Et 17 lits, par contre, on est plutôt sur 2 infirmiers et un aide-soignant. Et à Bichat, du coup, dans le service, c'est un service de 19 lits. Et il y a toujours 3 agents. Donc le matin, c'est 2 ITE et un AS. Et l'après-midi, c'est une ITE et 2 AS. Donc voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'à la fin de votre formation, vous vous sentiez prêt pour la psychiatrie? Alors, moi, comme j'ai eu la chance de faire plusieurs stages en psychiatrie à d'autres personnes, je me sentais aussi, j'ai fait mon mémoire sur la psychiatrie, donc je pense que j'avais un petit avantage comparé aux autres qui ne feraient pas forcément beaucoup de psychiatrie. Après, à fin d'un médaille, j'ai eu la chance d'être en doublon pendant 1 mois. Donc, c'est vrai que c'est très appréciable pour comprendre l'organisation du service, voir comment ça fonctionne et puis se familiariser avec les troubles de l'humeur parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez à l'IFSI à mon sens. D'accord. Et vous, Nicolas? Ouais. Et Est-ce que vous vous sentiez prêt à la oui, prise de patient? pardon, mais moi, du coup, j'avais fait mon stage pré-prof, j'avais demandé à le faire en addicto-psychiatrie. Donc, j'avais fait 2 mois dans le service. Et puis, ça m'intéressait depuis le début de la formation. Et puis, je réponds peut-être à des étudiants à qui on demande toujours pourquoi ils veulent travailler en psychiatrie. Moi, je n'ai toujours pas trouvé la réponse, mais je sais que je me sens à ma place en tant que soignant dans le service de psychiatrie. Et du coup, il y avait aussi une création de service avec le FRUP. Donc, c'était l'occasion aussi, en tant que jeune soignant avec premier poste, de commencer dans ce service qui est plus d'ouvrir. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire avec tout le reste de l'équipe. Il y a une autre question de Stéphane qui pose la question de savoir si les patients experts ont une gratification quelconque de leur travail à l'hôpital ou même hors. Et vous payez. Alors, work in progress, non. On a décidé à la PEA de tout ce qui était à destination du patient, de rester bénévole. Pour 2 raisons. Parce que ça donne du prix à notre action. Déjà, quand on rencontre un patient, ah, mais vous êtes payé, non, on vient pour toi, ça ouvre une porte. Et aussi parce que ça permet, en cas de difficulté, de faire un pas de côté. Un bénévole, s'il ne va pas bien, il n'est pas obligé de venir, il ne va pas se faire gronder. Maintenant, tout ce qui concerne les formations, à part ici où je suis payé en sourire. Et un petit four aussi. Et un petit four. tout ce qui est formation, c'est payant. Alors, ça peut être à l'IFSI sur les grilles tarifaires de la PHP comme formateur occasionnel, mais oui, les formations, c'est aussi valoriser notre travail. Juste, je vais pas avoir l'air de compléter ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on ne mesure peut-être pas l'investissement. Chaque patient expert choisit de s'engager à la hauteur de ses possibilités, de ses envies. Donc en fait, là par exemple, Frédéric a décrit une journée, donc certains patients experts vont intervenir toute la journée du mercredi, mais d'autres vont faire un groupe de parole de temps en temps quand ils en ont envie. Donc c'est pas un investissement à plein temps. Mais bon, voilà, après c'était pour préciser. Mais si un jour il y a des demandes de rémunération, je les soutiendrai pleinement. Oui, On a encore le temps pour une question, Kevin. Oui, du coup, il y a encore une question de Stéphane qui demande, en fait, peut-être pour les infirmiers, est-ce que vous avez des ouvrages qui vous ont aidé pour aborder la psychiatrie? Alors, j'ai pas de nom d'auteur en tête ou de livre particulier. Je me souviens que j'avais été à la mairie au rayon études infirmières. Il y a pas mal de livres qui en parlent. Après, il y a pas mal de reportages qui ont été faits sur la psychiatrie qui reflètent plus ou moins ce qui se passe vraiment en psychiatrie. Au lieu d'avoir des livres un peu théoriques, vraiment de voir comment les patients doivent se sentir, comment les soignants gèrent les moments de crise, etc. C'est vrai que les reportages, c'est plutôt pas mal pour se rendre compte vraiment du rôle infirmier
en psychiatrie? Moi, j'étais étudiant à l'EFSI Bichat, et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages aussi. Et j'invite du coup tous les étudiants qui sont en Île-de-France. Ça va faire un peu plus de travail pour ceux qui travaillent à la bibliothèque, mais on a vraiment beaucoup d'ouvrages liés à la psychiatrie. Et pareil aussi que Marion, c'était beaucoup de vidéos aussi qu'on trouve sur YouTube. Et puis des rencontres aussi avec les professionnels. Et les ouvrages, j'ai pas les noms, mais je crois qu'on peut trouver facilement sur la psychiatrie. Il y a des ouvrages qui sont directement en ligne. Je vais essayer si on peut mettre le lien après dans Oui, tout dans à la fait. vidéo, je retrouverai les références et je la mettrai volontiers. Puis s'il y a des livres aussi, plus de fiction, ou documentaires, etc., qui vous viennent, bien sûr, on les mettra en ligne pour vous. Peut-être raison, peut-être une idée. Oui. C'est des livres peut-être de direction, Malheureusement, là, j'ai comme ça, j'ai rien qui me vient, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est toujours d'être. C'est pour ça que les reportages, ça peut être une bonne idée, d'être au contact et d'échanger avec les professionnels et de voir des patients. Ça me semble quand même être la meilleure façon, mais si ça me vient, je transmettrai aussi. Merci. Donc, plus d'autres questions. Donc, on arrive au terme de notre deuxième live Devenir infirmier en psychiatrie et en addictologie. Je remercie vivement nos invités de s'être déplacés, de la qualité des échanges qu'on a pu avoir ce soir. Et on se retrouve, si vous voulez bien, le 30 mars pour notre troisième live qui mettra en lumière l'endocrinologie et la diabétologie à Lariboisière et la pédopsychiatrie à Robert Debray. Et puis, un petit mot spécial pour Kevin. Merci Kevin, très courageux d'être venu ici en binôme. Et puis aussi, je vous souhaite, puisque vous venez d'être diplômé, une belle carrière professionnelle et personnelle. Et merci encore à toutes et à tous. Bonsoir.